Donc, vous pouvez juste rapidement me dire vos noms parce que je pense qu'on a un problème avec notre feuille encore. Moi, c'est Christine. OK. Christian et Maxime. OK. Vous êtes quel? C'est quoi la bonne numéro? C'est 18. OK. Ça marche pas les noms. C'est pas les bons noms. On a encore un problème de nom. Fait que Christiane, est-ce que tu l'écris avec un K? Oui. OK. Ton nom de famille, c'est Gachin? Oui. OK, parfait. T'es la seule qui était bonne. Christian Santerre. Et Maxime Gauthier. Christiane s'appelait Émilie. C'est sur ma Dieu. feuille. Ben, on avait Émilie et Gabriel aussi. T'as le choix entre Émilie et Gabrielle. Je pense que je choisis. C'est ton choix. Je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe à la caméra. On est l'équipe C18. Donc, pour la présentation, vous avez 15 minutes. Donc, je vais vous montrer le temps restant avec de carton. Donc, je vais vous présenter 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je vais faire un décompte de 10 secondes à la fin avec les doigts. Est-ce qu'ils sont écrits en gros? Je vais te démontrer, tu vas voir, je ne sais pas si c'est... OK. On va essayer. Parenthèse comme ça, j'ai une déficience visuelle. Fait que si vous avez des questions à me poser directement à moi, juste vous adresser par mon prénom, s'il vous plaît. C'est Christine. Donc, ensuite, la présentation va avoir une période de questions de 5 minutes. Donc, à la fin du temps, vous pouvez compléter votre réponse, même si c'est terminé au niveau de 5 minutes. Donc, vous ne pouvez pas dévoiler la provenance de votre cégep. Vous devez rester dans la zone là, délimitée pour la caméra. C'est par les petits collants verts, donc ici et au fond complètement. Donc, pour les gens dans la salle, silence et tout ça. Donc, vous étiez là la présentation avant, je pense que vous avez compris. Donc, pour les juges, donc, je vous inviterai à vous présenter. Mais bonjour. Premièrement, on voudrait vous remercier de nous avoir donné le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui. Donc, on est l'entreprise CKM, excusez-moi. Donc, moi, c'est Christine, c'est Maxime et Christian. Donc, voilà, on va commencer. Vous nous avez donné comme mandat, dans le fond, de vérifier les états financiers de votre entreprise, puis de vérifier si sont faits selon les normes comptables correctes. Oui, merci. Puis de faire les régularisations s'il y a des erreurs à corriger. D'expliquer les transformations qu'on doit faire pour faire de passer d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice, puis de vous dire de vous présenter les différents projets que vous aviez en tête, puis de vous dire lequel serait le plus rentable. Donc, premièrement, on va vous parler en fait de la conversion d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice. Ensuite, on va vous présenter les états financiers. Puis, on va faire l'analyse des projets, des divers projets potentiels. Et puis, on va émettre nos recommandations. Donc, premièrement, pour la comptabilité de caisse, qu'il faut convertir en comptabilité d'exercice, donc c'était l'entreprise de M. Prince. Premièrement, le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de faire la distinction entre une charge et un déboursé, ainsi que d'un produit ou d'un revenu et d'un encaissement. Donc, c'est quoi la différence? Donc, un déboursé, c'est vraiment une sortie d'argent de ma poche. Donc, dans la comptabilité de caisse, on met tous les déboursés, peu importe si c'est des charges ou non. Sauf que pour faire l'état des résultats, on veut seulement mettre ce qui est des charges. Donc, une charge, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vraiment un service reçu auquel il y a des frais. Donc, si par exemple, je prends le remboursement d'une dette, le capital qu'on rembourse va être un déboursé seulement qui va réduire mon passif au bilan. Et les intérêts, c'est un service reçu de financement. Donc, les intérêts vont être comptabilisés comme charge. C'est la même chose pour les revenus. Donc, les revenus, c'est un service offert auquel on a reçu de l'argent. L'encaissement, c'est quand on reçoit vraiment l'argent. Donc, on encaisse vraiment les revenus. Excusez-moi, je vais recommencer. On enregistre à l'état des résultats seulement les revenus dans l'exercice qu'ils ont été, où le service a été rendu. Ensuite aussi, au niveau des déboursés, on veut aussi faire la distinction entre ce qui est une dépense d'exploitation ou peu importe, qui va être à l'état des résultats, et un achat d'immobilisation. Parce que tout ce qui est, par exemple, dans le cas de la comptabilité justement de M. Prince, l'achat de son camion,
ce n'est pas une dépense en totalité, le 40 000 quelque chose. Donc, on lui suggère, on lui dit qu'il faut qu'il comptabilise cet achat au bilan dans les actifs, le 40 000, mais il va prendre en dépense la partie utilisée dans l'exercice. Donc, ça, c'est appelé les amortissements. Donc, il répartit le coût de l'achat sur le temps qu'on pense l'utiliser et ça nous donne notre amortissement, dépendamment s'il y a une valeur résiduelle ou non. Voilà. Ensuite, aussi, il y a les retraits parce qu'on a vu que M. Prince avait retiré de l'argent de son entreprise. Ça ne figure pas à l'état des résultats. Il faut, dans le fond, faire un état des capitaux propres. Donc, on fait le capital au début, plus le bénéfice ou moins la perte. On fait plus les apports s'il y en a. Dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Moins les retraits. Donc, les retraits arriveraient là pour réduire son capital qui va se retrouver au bilan. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Eh bien, dans le fond, on a déterminé que la bâtisse et le terrain étaient à l'entreprise. Et on a décidé de les remettre à Mme Kate, puisque c'était un héritage. Donc, et elle n'a pas à payer de sa poche toutes les dépenses pour le terrain et le bâtiment. Donc, l'électricité, le chauffage, les permis. Comme on a conclu que l'entreprise exploitait le 2/3 de la bâtisse, on a fait un calcul, puis on est arrivé à ces sommes. On a débité ces charges-là, comme c'est Mme Kate qui les avait déjà payées, puis on a crédité son compte de capital. Pour lui remettre l'argent. Oui. Puis j'aimerais ajouter aussi, pour compléter, que à ce moment-là, vu que le bâtiment appartient à Mme Kate, vous allez voir dans l'autre écriture qu'on le retire des immobilisations, mais l'entreprise, en fond, peut payer un loyer pour l'utilisation de sa portion du bâtiment. Donc, à ce moment-là, on pourra ajouter une dépense, mais puisqu'on n'avait pas les données du loyer, on ne l'a pas mis actuellement, mais Mme Kate, excusez-moi, pourrait ajouter un montant de charge pour le loyer pour réduire son bénéfice d'exploitation de son entreprise. Dans le fond, pour retirer le bâtiment et le terrain de l'entreprise, on a fait, dans le fond, une écriture inverse, comme si on allait apporter, dans le fond, l'écriture inverse de tout ce qui avait été fait par rapport au bâtiment et au terrain. Donc, on a débité le compte de capital, puis l'amortissement accumulé, et on a crédité le compte du bâtiment, le terrain et l'amortissement du bâtiment. Donc, pour débuter, nous avons l'état des résultats pour l'exercice se terminant le 30 juin 2019, comme vous avez demandé. On a apporté quelques modifications. Premièrement, au niveau des revenus, ça menait à un montant de 107 000. Le coût des ventes, nous n'avons pas apporté de modification, mais nous voulons vous informer qu'il serait en fait très pertinent de mettre une note aux états financiers. Exactement, merci. Pour préciser, grâce au postulat de grâce au principe de la bonne information, il serait utile d'avoir ces informations-là. Ce qui nous amènerait à une marge brute de 81 224 $. De cette marge-là, on peut déduire les charges d'exploitation. C'est ça, qui nous ramènerait à un bénéfice net de 38 699 $. Que nous avons corrigé. Oui. Ensuite, là, on avait différents projets. On avait 2 projets. Pardon? Ah, excusez. Déficience visuelle, excusez-moi. Donc, au niveau du bilan, en fait, on a corrigé, on a enlevé le bâtiment. Donc, c'est ce que ça nous donne après ce retrait de cette immobilisation-là. Ensuite, le premier projet, en fait, c'était le café poterie. En fait, ça serait avec la cousine de Kate de fusionner l'entreprise de poterie avec son salon de thé. Donc, nous avons calculé que si nous combinons les 2 revenus que ça rapporterait à l'entreprise, il y aurait des revenus totaux de 187 000.
Si on pourrait déduire les coûts des ventes, en fait, qu'on appliquerait sur ces revenus-là, ça nous ferait une marge bénéficiaire brute de 93 000 $. Ensuite, les charges d'exploitation réunies ensemble, ça nous ferait un bénéfice net de 39 000 $ pour ce projet d'investissement-là. Donc, pour le salon de thé canin, on a procédé à la même chose. On a recalculé les revenus selon les informations qu'on avait de M. Prince, qui nous amène à une marge bénéficiaire brute de 112 000 $. Puis, on a aussi mis les dépenses, rajouté aussi les dépenses reliées à cette entreprise-là, ce nouveau projet-là, qui nous donne un bénéfice, un résultat net de 53 528 $. Donc, nous avons procédé au calcul du pourcentage du bénéfice net, là, du résultat net, pour savoir quel projet pourrait être plus rentable. Puis on a comparé avec le bénéfice obtenu en bout de ligne. Donc, on voit ici que le résultat net en pourcentage des ventes est sensiblement le même pour le salon de thé original ou le salon de thé canin, qui est de 33 %. Il est un petit peu réduit pour le café poterie, mais le bénéfice aussi, il est un petit peu moins élevé que notre salon de thé canin. Donc, ce qui nous amène à arriver à notre recommandation. En fait, nous, on recommanderait d'y aller avec le projet du salon de thé canin avec l'amoureux de Mme Kate. En fait, on aimerait ajouter qu'on aimerait ça qu'il y ait un bon contrat qui soit appliqué pour qu'on puisse bien délimiter les conditions, dans le fond, que ce soit vraiment bien encadré, bien clair, parce qu'on a vu que M. Prince est très impulsif et on se demande un petit peu s'il a été un peu optimiste dans ses résultats, puis tout ça. Donc, juste, on a un petit doute quant à vraiment la bonne chimie. Si on fait un contrat clair, un bon contrat qui est vraiment très clair, ça peut réduire aussi un peu les conflits, étant donné que c'est quelqu'un de très près de Mme Kate aussi. Puis, aussi, on pourrait faire une étude de marché pour en fait vérifier l'exactitude en fait des prévisions de Monsieur Prince. Donc, ce serait vraiment nos deux recommandations. Puis pourquoi on ne recommande pas le café poterie? C'est surtout aussi parce qu'il y a un petit conflit, comme on a vu dans la situation, entre la cousine qui amène son idée de poterie et Mme Kate, parce qu'elle a reçu en héritage le terrain et le bâtiment. Donc, on doute un peu que, vu qu'il y a déjà un conflit, on espère ne pas envenimer les choses un peu plus et que ça devienne une entreprise un peu conflictuelle. Donc, pour conclure, on a répondu à votre mandat qui était de vous donner des conseils quant à la conversion d'une comptabilité de caisse pour la comptabilité de M. Prince. On vous a aussi présenté les états financiers des différents projets, puis on en est venu à des conclusions selon l'analyse du ratio du résultat net. Donc, j'espère que ça a répondu au mandat que vous nous avez donné. Donc, si vous avez des questions, on va être prêt à vous répondre. Dans le fond, là, vous me conseillez d'aller de l'avant dans un projet, de prendre un risque financier, mais aussi un risque relationnel pour une fusion, dans le fond, qui va me donner le même résultat en pourcentage. Donc. Le même résultat en pourcentage des ventes, mais le bénéfice il est plus optimisé. Vous faites plus de ventes, vous avez plus. Vous avez un même pourcentage, mais le bénéfice est supérieur. Oui, mais mes coûts sont. C'est dans le sens que, moi, même si mes montants sont supérieurs, mon pourcentage est quand même le même. Donc, pourquoi je prendrais ce risque-là de fusionner alors que ça me donne presque rien au bout du compte, sinon juste, dans le fond, plus de risques? Est-ce qu'il y aurait d'autres ratios qui auraient pu, ou d'autres calculs peut-être financiers qui auraient pu...
C'est sûr qu'il y a d'autres calculs financiers qui auraient pu être intéressants à évaluer, mais puisque dans le mandat que vous nous avez donné, vous nous avez demandé de faire le bilan actuel en date du 1er juillet 2018 et des états financiers prévisionnels, des états des résultats prévisionnels en date du 30 juin 2019. On ne pouvait pas établir des ratios entre ces deux-là parce qu'ils ne datent pas de la même année. Donc, nous, on y a été vraiment en pourcentage du bénéfice. On a vu que ça augmentait le bénéfice, même si le ratio est sensiblement le même. En bout de ligne, on a plus de revenus en dollars, plus de résultats de bénéfices en dollars. OK. Même si le résultat est le même. Parfait. Merci. Moi, j'aimerais revenir sur une de vos premières recommandations, dans le fond, qui est faite via l'écriture de régularisation. Vous parlez justement de peut-être sortir la maison de l'entreprise, peu importe. Je ne suis pas sûr de vous suivre à 100% là-dessus, mais je vais parler d'un de mes amis qui s'est incorporé. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous ne suggérez pas de m'incorporer à ce moment-là si je sors des trucs de mon entreprise ou pas. J'aimerais vous entendre par rapport à ça. Ah, ben c'est parce que puisque maintenant, en ce moment, on est une entreprise individuelle, on a voulu vraiment séparer, puisque le bien, il appartient vraiment à Mme Kate et non à l'entreprise. On a voulu le ressortir, mais c'est sûr qu'il y aurait la possibilité de s'incorporer et que le bien appartienne à l'entreprise maintenant. Et là, voilà, elle pourrait mais tu sais, vu qu'elle habite là, ça serait un revenu de loyer qu'elle pourrait ajouter à son entreprise ou peu importe. Et juste pour poursuivre là-dessus, je ne comprends pas un peu pourquoi je sortirais mon bien de mon entreprise si je l'utilise dans mon entreprise. Parce que nous, on voulait vraiment, selon le principe comptable, de séparer de la séparation des biens de l'entreprise et tout ça. On considérait, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que le bien a été transféré à l'entreprise, donc on voulait comme le laisser à Mme Kate. Est-ce que ça répond à votre Oui, ça répond. Merci. J'avais une question. Vous me recommandez d'aller avec l'entreprise de thé canin. Par contre, j'ai quelques immobilisations à acheter pour être capable de faire fonctionner cette entreprise-là. Ça serait quoi la solution de financement que vous trouveriez idéale pour que je puisse financer justement l'achat de ces équipements-là? Est-ce que vous auriez des recommandations par rapport à comment je pourrais financer mon projet? Peut-être aller voir à la banque s'il y a des taux, des prêts qui seraient intéressants pour votre situation, étant donné votre enquête, puis la fusion, s'il y aurait des prêts, des taux intéressants pour votre projet. Vous avez répondre à votre question? Oui.